Imaginez une société sans loi ni maître, où liberté et égalité sont les seules règles. C'est ce qu'auraient fondé les pirates de l'océan Indien, une utopie nommée Libertalia. Certains disent que c'est un mythe, d'autres jurent que c'était bien réel. À Madagascar en tout cas, les rumeurs persistent depuis des siècles. Quand on parle de pirates, on pense tout de suite aux Caraïbes. Barbe Noire, le capitaine Kidd, ces boucaniers qui faisaient trembler les mers entre 1650 et 1730. Mais voilà, à la fin du XVIIe siècle, les puissances européennes décident de reprendre le contrôle. Les pirates sont traqués et les routes des Caraïbes deviennent trop dangereuses. Alors, les pirates partent. Ils cherchent un nouvel Eldorado et ils le trouvent, l'océan Indien. Mais pourquoi ici? Parce que Madagascar et les Mascareignes, c'est l'endroit parfait. Des caches pour le butin, des refuges loin des grandes puissances et des habitants avec qui échanger. Mais surtout, parce que c'est la route des richesses. Épices, soie, or, argent. Les navires qui passent par le cap de Bonne-Espérance chargés de trésors en direction de l'Inde, de l'Asie, de la Mecque sont une aubaine pour les pirates. Et il y a un autre détail aussi qu'on oublie souvent. Certains pirates ne font pas que passer par ces îles, ils s'y sont installés. Ils ont eu des familles, ils ont participé au peuplement. Des colons, eux aussi, rejoignent les équipages, parfois de gré, parfois de force. Mais derrière les trésors et les épices, il y a une autre réalité, le commerce des esclaves. Une économie énorme qui attirait aussi les pirates. Une réalité dure qui montre que la piraterie n'était jamais totalement romantique. Bref, à la fin du XVIIe siècle, l'océan Indien devient la nouvelle scène de la piraterie mondiale, une scène riche, violente et pleine de mystères. Mais au fond, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est un pirate? Le mot vient du latin pirata, ce qui veut dire celui qui tente sa fortune. Et encore plus ancien, en grec, pirates signifie tenter sa chance. Selon le dictionnaire Larousse, un pirate est un aventurier qui attaque les autres navires de commerce. Les autres noms qu'on lui prête sont flibustier, forban, boucanier. Il est aussi mentionné que c'est le contraire d'un corsaire, soit un marin autorisé par le gouvernement à attaquer des navires ennemis, notamment pendant une guerre. Un pirate n'est donc pas juste un brigand, c'est un rebelle, un aventurier qui prend des risques et qui défie le monde. La plupart venaient d'Europe, anglais, français, hollandais, portugais, quelques espagnols. Il y avait aussi des marins d'autres horizons, des esclaves en fuite, et même des boucaniers des Caraïbes qui avaient traversé l'Atlantique pour chercher fortune et liberté. Mais ils avaient tous un point commun, l'océan comme terrain de jeu et le butin comme objectif. Certains étaient flibustiers, d'anciens exilés des colonies qui voulaient faire leur propre loi. D'autres étaient d'anciens corsaires, officiellement au service d'un roi, mais qui, très vite, dépassaient les limites de la lettre de marque et devenaient des pirates. Et puis, il y avait ceux qui vivaient dans l'ombre, contrebandiers, informateurs, hommes de réseau, tous connectés, tous indispensables. Parmi eux, quelques noms sont légendaires. Olivier Levasseur, dit Labuse, français et maître de la piraterie dans l'océan Indien, Henri Avery ou encore John Taylor, des hommes qui ont fait trembler les mers et inspiré des générations d'aventuriers. Mais ce qui fascinait le plus les pirates, ce n'était pas seulement l'or et les trésors, c'était la liberté, la possibilité de vivre hors des règles, hors du contrôle des puissances européennes. Chaque île, chaque port, chaque crique était une opportunité pour refaire fortune ou disparaître dans la légende. Dans l'océan Indien, ces pirates ne se contentaient pas de piller. Ils bâtissaient des refuges, ils s'alliaient avec des communautés locales, ils tissaient un réseau secret qui rendait la chasse difficile pour les marines royales. En résumé, les pirates de l'océan Indien étaient un mélange explosif d'aventuriers, de fuyards et de visionnaires. Chacun avait sa propre histoire, ils partageaient tous la même soif, celle de liberté et de fortune. Maintenant que vous vous imaginez ce que vivaient ces pirates de l'océan Indien, un monde sans frontières, sans loi, où la mer était leur seul royaume, vous vous demandez peut-être, avaient-ils des repères? Eh bien oui, des bases secrètes hors de portée des puissances européennes. Et ces repères, ils les ont trouvés à l'île Bourbon, anciennement l'île de la Réunion, à l'île de France, anciennement l'île Maurice, et à Madagascar. Chaque refuge, chaque île était stratégique et offrait tout ce dont un pirate avait besoin. Eau douce, nourriture, bois pour réparer les navires, cachettes pour le butin. Et surtout, elles étaient situées hors des routes commerciales lucratives de l'époque. Prenons l'île de Sainte-Marie par exemple. Au large de Madagascar,
cette île est devenue le repère le plus célèbre de pirates. Au XVIIIe siècle, plus de 1000 forbans y résidaient. Leur épave repose encore au large d'Abodhi-Foratra. Là, ils se cachaient, se ravitaillaient et planifiaient leur prochain coup. Au cœur de la baie d'Abodhi-Foratra se trouve l'île aux Forbans, un petit bout de terre devenu le centre névralgique de la piraterie. C'est là que les pirates se rassemblaient pour partager leur butin, échanger des informations et se préparer à de nouvelles expéditions. Des figures légendaires comme John Avery, Thomas Tew et William Kidd y ont séjourné. Parce que la piraterie, ce n'était pas que des combats et des trésors, c'était aussi une organisation. Les pirates vivaient selon des règles strictes, élisaient leurs capitaines et partageaient équitablement leur butin. Aujourd'hui, ces repères sont les témoins silencieux d'une époque révolue. Les épaves gisent toujours au fond de l'océan, les cimetières de pirates parsèment les rivages et les légendes continuent de nourrir l'imaginaire collectif. En parlant de légendes, si je vous disais que l'océan Indien cache encore des mystères que personne n'a encore résolus, des trésors enfouis, des utopies perdues, des légendes qui font rêver et frissonner à la fois. Commençons par la plus célèbre, le trésor de la Buse. Olivier Levasseur, dit la Buse, pirate français, aurait caché son butin quelque part entre Maurice, les Seychelles, la Réunion ou Madagascar. Avant de mourir pendu en 1730, il aurait lancé dans la foule un petit bout de papier en criant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Un cryptogramme mystérieux laissé comme défi aux générations futures. Et si vous ne le saviez pas, la Buse a directement inspiré un manga très connu aujourd'hui, One Piece. Mais les légendes de l'océan Indien ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi Libertalia, la république pirate idéale. On raconte qu'au tournant du XVIIIe siècle, les pirates auraient fondé sur Madagascar une ville où la liberté et l'égalité régnaient. Pas de roi, pas de maître, juste des hommes et des femmes qui partageaient tout. Les richesses, les terres et même la justice. Libertalia, c'était aussi un idéal abolitionniste où les pirates libéraient les esclaves qu'ils croisaient sur leur route. Ils avaient leur roi, leurs élections, une vraie démocratie flottante au cœur de l'océan Indien. Mais comme toute utopie, Libertalia n'aurait pas survécu. Elle aurait été détruite par les armées malgaches. Les survivants ont fui, la ville a disparu, ne laissant derrière elle que des légendes et quelques écrits rapportés des siècles plus tard. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'océan Indien, on pense aux pirates, mais aussi aux trésors cachés et aux rêves de liberté qu'ils ont laissés derrière eux. Certains mystères restent intacts, d'autres continuent de nourrir les rêves des aventuriers, à la recherche du prochain indice ou d'un trésor perdu. Ah, les pirates, on les imagine toujours en pleine mer, sabre à la main, défiant le monde entier. Mais derrière ce côté glamour, la réalité est bien différente et bien plus sombre. Ces hommes et ces femmes étaient souvent des gens qui n'avaient rien à perdre, tous unis par la misère et animés par l'espoir d'un gain rapide. La piraterie, c'était quitte ou double. Tu gagnes une fortune ou tu meurs. L'espérance de vie s'élevait rarement à plus de 4 ans, entre les combats, les tempêtes, les assauts, les maladies et la mer qui ne pardonne rien. La vie à bord était épuisante. Les navires doivent être entretenus en permanence, le ravitaillement est crucial. Les alliances avec d'autres pirates ou certaines puissances coloniales est vitale. Et l'équipage, lui, était motivé par la survie, la fuite du passé et l'appât du gain. À bord, tout était organisé et hiérarchisé. Capitaine, timonier, vigie, gabier, quartier-maître, maître-coq, canonnier. Le travail était harassant. Tempête, malnutrition, maladie, le danger était permanent. Mutinerie et discipline cohabitaient. Châtiments sévères mais aussi récompenses pour maintenir l'ordre. Les pirates étaient aussi des grands stratèges. Ils formaient des coalitions de navires pour attaquer ensemble et partager le butin. Ils armaient leurs navires avec ce qu'ils trouvaient sur les navires capturés et naviguaient avec prudence mais toujours prêts à frapper. Alors, étaient-ils des héros, des libérateurs? C'est ce que raconte le mythe de Libertalia. Mais la réalité scientifique est cruelle. Aucune trace de Libertalia n'a été trouvée. C'était sûrement une utopie, une idée, un rêve, mais sûrement pas une réalité. Et pendant ce temps, la traite négrière prospérait et les pirates y participaient activement. Oui, certains libéraient des esclaves, mais souvent par pragmatisme, pour remplacer un membre de l'équipage. Sinon, ils vendaient ces hommes et ces femmes comme n'importe quelle autre marchandise précieuse. Pourtant, certaines histoires racontent des pirates presque légendaires. Des rebelles des mers, des hommes défiant l'autorité européenne. Certains auraient même aidé des esclaves en fuite, devenant des symboles de liberté pour ceux qui rêvaient de s'émanciper. Donc finalement, les pirates, ni totalement héros, ni complètement monstres, juste des hommes et des femmes pris entre l'océan, le danger et l'espoir d'une vie meilleure.
À la fin du XVIIIe siècle, le vent tourne pour les pirates et l'océan Indien n'est plus le terrain de jeu qu'il était. Les puissances européennes colonisent, patrouillent, traquent et la piraterie devient de plus en plus risquée. Pourtant, les pirates ne disparaissent jamais vraiment complètement. Même au XXIe siècle, des actes de piraterie éclatent au large des côtes somaliennes et la mer reste un terrain où se côtoient dangers et opportunités. Aujourd'hui encore, les histoires de l'Abuse, d'Avry ou de Libertalia continuent de vivre dans le folklore local, dans les chants, les festivals, les lieux, les noms de fresques. L'océan Indien était un paradis pour les vénéneux, un lieu riche et tentant, mais mortel pour les imprudents. La piraterie a prospéré, mais seulement temporairement. La répression, les pertes financières, les batailles perdues ont fini par réduire l'âge d'or de ces forbans à un chapitre fascinant de l'histoire. Et pourtant, leur héritage est partout, dans les histoires qu'on raconte aux enfants, dans les trésors que certains cherchent encore aujourd'hui, dans cette idée toujours séduisante que la liberté et la rébellion ont un goût de sel et de vent. Les pirates de l'océan Indien, c'est un mélange de richesse, de danger et de mystère. Moins médiatisés que ceux des Caraïbes, ils ont pourtant laissé des histoires tout aussi épiques, des légendes qui traversent des siècles et des trésors qu'il reste encore à découvrir. Et qui sait, peut-être que certains trésors, comme celui de l'Abuse, dorment encore aujourd'hui sous nos pieds, ici à La Réunion, peut-être à l'île Maurice ou encore aux Seychelles. Si cette plongée dans l'histoire des Forbans vous a captivé, abonnez-vous pour des histoires passionnantes.